C'est bon? Bon matin tout le monde, je vais vous inviter à vous asseoir. On va commencer pour éviter de prendre du retard. Donc, bienvenue à cette dernière journée de JASP. Bienvenue au JASP pour les personnes dont ça sera la seule journée. Déjà, la fin des JASP aujourd'hui, on a eu vraiment une belle édition, comme d'habitude d'ailleurs, un beau programme tant pour les activités de jour que pour les activités en marge. Ça a été bien riche. Ça a été bien riche de se voir en personne aussi. À chaque année, on remarque l'ébullition entre les conférences pendant le midi. On se rappelle que les JASP, c'est aussi une activité de réseautage. Puis on sent vraiment que ça prend tout son sens. En parlant d'activités en marge, il y en a une dernière ce midi qui va être à la salle Ville-Marie, qui est une discussion autour des priorités de l'Institut de la santé publique et des populations des IRSS. Si je l'ai bien noté, je suis désolée. IRSC, ben oui, je connais pas ça, IRSS, désolée. Ça, c'est mon deuxième lapsus important. Je vous invite à y assister à la salle Ville-Marie. Sinon, deux petits mots de remerciement. En fait, j'ai remercié de manière générale lors de la journée d'ouverture. Je tiens plus spécifiquement à remercier les membres du comité organisateur et du comité scientifique. Il y a vraiment un gros travail qui est fait par ces comités-là. Et je ne peux pas ne pas nommer spécifiquement Safa et Jeanne, qui sont les deux personnes qui consacrent tout leur temps à l'organisation des JASP. Sans ces deux personnes, ça ne serait pas possible. Puis je veux remercier aussi l'INSPQ qui permet à ces deux perles de travailler sur les JASP tout au long de l'année. Il y aura... Oui, je pense que ça mérite... Il va y avoir des JASP l'année prochaine. Ça, c'est la première chose importante à dire. On est rendu autour de Québec, donc ça sera à Québec entre le 7 et le 9 décembre. L'appel de proposition est déjà en ligne, comme l'avait mentionné Nicolas. Puis j'en profite pour vous dire que dès l'année prochaine, il y aura une nouvelle présidente des JASP, qui est le docteur Liliana Romero. Liliana, je ne sais pas si tu veux te lever, que les gens te voient, qui est la directrice... Merci, Liliana, de relever ce défi. Quoique, je dois vous le dire, avec l'équipe qu'il y a, c'est plus un honneur, un plaisir qu'un défi. Mais donc, Liliana, qui est directrice de santé publique dans la région de Chaudière-Appalaches. Donc, sans plus tarder, je cède la parole à Nicolas. Oui, bonjour tout le monde. Donc, pour ceux qui n'étaient pas présents les autres journées, moi, c'est Nicolas Parto, je suis médecin spécialiste en santé publique à l'Institut national de santé publique du Québec et président du comité scientifique des JASP. Je ne reviendrai pas sur tout ce qui a été dit par Julie, mais effectivement, je pense que ça a été une superbe édition. Je suis content qu'il y ait cette troisième journée, puis je pense que vous allez l'apprécier comme les deux journées précédentes ont été appréciées. Je tiens à revenir aussi sur le fait que les JASP, c'est avant tout... pour cette année notamment, 18 activités thématiques qui sont montées par 18 comités scientifiques de chacune des activités qui travaillent tout au long de l'année à vous offrir une formation continue de qualité. Puis je tiens à mettre ça de l'avant-plan, entre autres parce qu'il y a un appel à proposition qui a été lancé, puis c'est important de susciter l'intérêt, de vous mettre en collaboration, puis de soumettre des propositions de qualité en collaboration avec différents secteurs pour aller chercher les besoins en formation continue pour le réseau. Donc, c'est une invitation aussi que je vous lance pour la prochaine édition et les suivantes. Également, à la fin de chacune des JASP, vous allez recevoir un formulaire d'évaluation. Je sais que ça peut être un peu long à remplir, mais je vous invite vraiment à le remplir. Nous, on regarde l'ensemble des formulaires, on fait des rétroactions à chacune des années, puis on cherche toujours à s'améliorer au niveau du contenu, au niveau du format. Donc, c'est vraiment important de les remplir. Puis on continue à réfléchir à la meilleure façon de vous offrir de la formation de qualité. De la même manière, dans les années précédentes, il y avait eu un concours de la relève qui a été mis sur pause pour cette édition-ci. On souhaite le relancer l'année prochaine également, donc ça devrait être envoyé au courant des prochaines semaines au niveau des modalités d'inscription. Dernier point, pour ceux qui veulent des crédits de formation continue, n'oubliez pas d'aller signer, donner votre présence en avant pour obtenir vos crédits. Donc, sans plus tarder, aujourd'hui, nous avons la chance d'accueillir professeur Marie-Soleil Cloutier pour une conférence sur le sujet « La géographie comme clé pour comprendre la santé des populations » ou « Pourquoi l'espace est si spécial ».
Les objectifs de cette plénière sont de situer la complémentarité des systèmes d'information géographique par rapport aux approches traditionnelles en santé publique. Deuxième objectif est à partir d'exemples concrets, de discuter des défis et opportunités qu'offre cette approche en différents contextes d'utilisation. Marie-Soleil Cloutier est géographe de formation, professeure titulaire et directrice du Centre Urbanisation, Culture, Société à l'Institut national de la recherche scientifique. Elle dirige aussi les activités scientifiques du laboratoire piéton et espace urbain, LAPS. Depuis plus de 15 ans, elle mène des projets de recherche sur la marchabilité en milieu urbain et le risque routier, incluant celui auquel font face les piétons les plus vulnérables, enfants et aînés. Ces approches partenariales l'amènent à collaborer avec divers acteurs du milieu public et privé, ainsi qu'avec des chercheurs au Québec, dans le reste du Canada, en Australie et en France. Je vous cède maintenant la parole. Merci. Merci de cette belle invitation. Ça me fait vraiment plaisir d'être avec vous ici ce matin. J'ai des anciens étudiants dans la salle, j'ai des collègues dans la salle et potentiellement, je suppose, des amis géographes aussi. J'arrive au début de cette 3e journée et vous avez, pour certains d'entre vous, peut-être déjà parlé de géographie depuis lundi. J'en suis extrêmement heureuse. Ça fait partie de notre plan secret de dominer le monde. Je vais avoir peut-être des rappels pour certains d'entre vous, mais une chose est certaine, dans les prochains 30 minutes, à travers 5 grandes thématiques que je voulais aborder avec vous. J'espère vous convaincre, si vous ne l'étiez pas déjà, de l'importance de travailler ensemble. Donc, vous le savez, j'étais sur la petite liste tout à l'heure, je n'ai pas de conflit d'intérêt, sauf peut-être de vous parler de certains de mes projets à l'intérieur de cette présentation-là ce matin. Donc, comme Mathieu vient de le dire, je suis une géographe pur jus, si je peux dire ça comme ça. Bac à McGill, maîtrise à l'UQAM et doctorat à l'Université de Montréal. La première fois, dès mon bac, j'étais très intéressée aux enjeux de santé dans l'espace, mais je ne sais pas si Patrick est dans la salle. Je sais que lundi, il était là. Il était peut-être un peu tôt pour lui. La première fois que j'ai été en contact, en fait, avec la santé publique, c'était parce que Patrick Morancy, le docteur Patrick Morancy, pardon de l'appeler Patrick, cherchait une cartographe pour l'aider dans ses nouvelles fonctions à la Direction de santé publique de Montréal, qui était dans une agence, dans le temps d'ailleurs. Ils vont encore nous changer de nom, comme vous le savez. Donc, on a fait vraiment des cartes de points. Et je suis tombée en amour avec cette idée de faire avancer la santé des populations par la géographie. On a fait du chemin quand même depuis. Comme l'a dit Mathieu tout à l'heure, j'ai un laboratoire qui s'appelle le laboratoire piéton et espace urbain, où on s'intéresse à ce qui se passe en milieu urbain pour les usagers les plus vulnérables. Puis ici, je vous ai mis une mini partie de mon équipe actuelle. Et là-dedans, j'ai déjà 2 étudiants gradués aussi. Là, donc, c'est le lot des professeurs d'université d'avoir d'excellentes équipes et ensuite vous les prêter comme excellents employés. Vous les donner même comme excellents employés. On a parlé des 2 objectifs, donc je ne les répéterai pas. Comme premier point, en fait, je vous propose un petit retour dans le passé. J'espère que tout le monde connaît le film Retour vers le futur. Si vous avez des ados, c'est très winner, je vous dirais, les revoir pour tous les anachronismes qu'ils y verront. Premier retour où je vous amène même jusqu'en moins 400 avant Jésus-Christ pour vous ramener, pour ceux d'entre vous qui sont médecins, vous avez fait un serment d'Hippocrate. Hippocrate était un philosophe qui vivait à ces années-là, qui a écrit un traité qui s'appelait « Des airs, des eaux et des lieux ». Et c'était vraiment le premier balbutiement de la médecine moderne, si on peut dire ça comme ça, dans cette idée où on ne comprenait pas trop ce qui se passait à l'intérieur du corps, mais ce qu'Hippocrate nous a dit, c'est qu'il se passait quelque chose entre les corps et autour des corps, dans l'environnement. C'était quelque chose de tout à fait inhabituel, inusité à ce moment-là. Donc, ça a été vraiment le début de quelque chose. Puis là, je vais vous faire un immense bond en avant jusqu'au Moyen Âge, 14e-15e siècle, là où on a commencé à avoir pas mal d'épidémies parce que les gens ont commencé à bouger pas mal. Et il y a quelques penseurs qui ont commencé à dire, c'est bizarre quand même, les épidémies semblent suivre les grands itinéraires de commerce.
Je vous ai mis ici une carte un peu schématique, je dois l'avouer, hein, qui est avec la Méditerranée et l'Europe pour illustrer en fait la grande peste noire des années 1300, là, je me souviens plus exactement, en Europe. Ben, en fait, vous l'avez ici, pardon, là, qui a commencé en fait en 1343 en Crimée, ce qui est présentement l'Ukraine, qui s'est envenu dans la Méditerranée jusqu'en France, qui est remonté jusqu'en Angleterre et qui est retourné par les pays scandinaves, qui a fini par toucher la Russie par la suite. Ces grandes allées-là, c'était la route de la soie, entre autres choses. On revenait des Indes à travers la Méditerranée. Et il a commencé à avoir des exemples de quarantaine même. On savait que les bateaux qui arrivaient étaient pleins de gens malades et puis on n'avait pas trop envie qu'ils se déversent dans nos villes à ce moment-là. Vient ensuite la Renaissance. Hein. Je vous ai mis ici la leçon d'anatomie du docteur Turp, je crois. C'est un Rembrandt. J'aime beaucoup cette peinture-là pour deux raisons. Pour nous rappeler tout le chemin fait par les femmes, parce qu'il y a seulement des hommes dans cette peinture. Et c'était peut-être le premier cours d'anatomie. On ne sait pas trop. Cette peinture-là, c'est 1640 quelques, il me semble. Et c'est là qu'on a commencé, en fait, à ouvrir les corps et à essayer de comprendre qu'est-ce qui se passait. Mais ces nouvelles connaissances-là se butaient aussi à tout ce qu'on ne savait pas ou toutes les idées préconçues que nous avions qui venaient du Moyen Âge. Donc, ça a été un début, comme vous le savez, la Renaissance a été un début de beaucoup de choses. Par la suite, si je continue ce fil rouge, je m'étais promis de ne pas mettre la carte de Jon Snow, parce que s'il y a bien quelque chose que vous avez déjà vu, c'est sûrement la carte de Jon Snow. Mais force est d'admettre que c'est un jalon extrêmement important en épidémiologie spatiale, en géographie, même si Jon Snow voulait être un géographe et était un médecin. Donc, au 19e siècle, 1853-54, il me semble, il y a eu une grande épidémie de choléra à Londres et Jon Snow a eu l'excellente idée de faire un plan. Il était très bon en dessin par ailleurs, il semblerait, et de mettre les points des gens malades et voir un petit peu comment ça se passait dans l'espace. Ce qui l'a amené, en fait, à trouver que c'était une pompe d'eau, la pompe de Broad Street, que vous pouvez d'ailleurs aller visiter si vous allez à Londres. Il y a un petit panneau aussi et la pompe est toujours là. Donc, on a commencé à cartographier les maladies et c'est l'hygiène publique qui a commencé aussi. Il y avait vraiment, évidemment, une grande industrialisation qui était arrivée, des conditions très difficiles dans les villes, évidemment, vous le savez. Donc, ça a été quand même un jalon extrêmement important. Donc, je vous en parle ici. Ensuite, on est arrivé au 20e siècle et comme beaucoup de choses, hein, incluant la technologie, parfois quand on se demande, là, il y a 30 ans, où est-ce qu'on était, ça a bougé extrêmement vite dans ce siècle-là, incluant pour la géographie de la santé. En fait, avant le 20e siècle, on appelait ça surtout de la géographie médicale, la géographie des maladies, mais à partir du 20e siècle, on a commencé à s'intéresser aux états de santé et à la qualité de santé, en plus de continuer de s'intéresser aux maladies. Je vous ai mis en exergue en avant un avis public de 1918 à Montréal. C'était un encart dans la presse, en fait, parce qu'il y a eu une épidémie de grippe espagnole au Québec au retour de la Première Guerre mondiale. Et on avait des avis publics, et je vous disais tout à l'heure, la quarantaine, s'assurer que les gens respectaient des couvre-feux. Il y avait pas on avait annulé les fêtes de, je ne sais plus si c'était Noël ou Pâques, là, des fêtes extrêmement importantes là, où il y avait des défilés, ce genre de choses. Donc, il y avait quand même des choses qui se mettaient en place. À gauche, vous pouvez voir en fait un écrit extrêmement important pour les géographes francophones en particulier, le livre de Maximilien Sor, qui était professeur de géographie à la Sorbonne, qui s'appelle « Les fondements biologiques de la géographie humaine, un traité de l'écologie de l'homme ». Encore une fois, là, on est très dans l'homme avec un grand H. Et ce que Max Sor a mis en mots là-dedans, c'était vraiment ces interactions-là qu'en fait, Hippocrate avait commencé à réfléchir. Mais là, on en savait un petit peu plus, c'est-à-dire qu'il y avait des interactions entre ce qu'on appelle un hôte, donc un être humain habituellement, des agents pathogènes, donc des virus, des pathologies, et parfois un vecteur entre les deux, qu'on pense à tout ce qui se transmet par les moustiques, par exemple.
1943, ce livre-là, donc vous comprenez bien que dans les circonstances, hein, ça n'a pas été d'une extrême popularité. Là, les gens étaient occupés à faire la guerre. Par contre, un peu plus tard, en fait, le professeur Sarr a recueilli en fait, le fruit de ce qu'il avait semé parce que c'est assez fondamental dans les années 60 et 70 qui a été fait en géographie de la santé par rapport à ce que lui avait théorisé au départ. Et plus tard, en fait, au 20e siècle, là, au début des années 2000, en fait, on a eu toutes sortes d'atlas et de cartographies, à la fois, comme je disais, d'éléments de santé, mais d'éléments un peu différents. Par exemple, on a eu des atlas de cancer. Et je vous ai mis ici le livre de Jean-Pierre Thouès, qui était mon mentor, qui a été mon directeur de thèse, qui est maintenant bien installé en Floride, à la retraite, qui s'appelait Territoire et vieillissement. On commençait à s'intéresser finalement au vieillissement de la population et comment ça pouvait s'inscrire dans les territoires. Avant, j'arrêtais là. Rendu en 2025, je pense qu'on peut commencer à parler de ce qui se passe au 21e siècle. Deux choses, l'apport des technologies. Ça avait évidemment commencé, mais je ne vous dirai pas combien d'heures j'ai passé à cartographier manuellement là, les accidents de la route pour ma maîtrise. Puis je ne suis pas si vieille que ça quand même. La technologie a énormément avancé, notamment pour suivre en temps réel ce qui se passe quand on a des événements importants. Puis loin de moi l'idée là, de créer un syndrome post-traumatique à personne, mais la carte que je vous ai mise à droite est une carte de la COVID-19 par pays, hein, d'un taux par pays. Et j'ai pris une capture d'écran, en fait, sur le site qui s'appelle Our World in Data, qui a beaucoup de données de santé qu'on peut suivre en temps réel. Et il y a de plus en plus d'exemples comme ça qui m'apparaissent vraiment très intéressants. On espère que la prochaine pandémie va être le plus loin possible et qu'on va avoir appris de la dernière, mais permettez-moi d'en douter juste un petit peu, malheureusement. Et je vous ai mis, en fait, un des livres les plus récents là, qui a été publié par mes collègues français, là, Sébastien Fleuret, Clélia et Anne-Cécile Oyer, l'abécédaire de la géographie de la santé. C'est un dictionnaire plus, je vous dirais, sur comment ça se passe. On est aussi beaucoup dans la géographie des soins depuis le début du 21e siècle, l'accessibilité aux services de santé, l'accessibilité à des environnements qui sont favorables à la santé. Certains vont parler, par exemple, de paysages thérapeutiques pour des endroits qui nous font du bien. Donc, tout ça mis ensemble, maintenant, fait en sorte qu'on parle beaucoup plus de géographie de la santé que de géographie des maladies. Ce petit fil rouge à travers les années, je vous l'ai mis dans le bas ici, ce fil rouge, il passe par les territoires. C'est finalement, ce qui relie toutes ces époques-là, c'est ce qu'on retrouve, les populations malades ou en santé qui se retrouvent dans des territoires. Et je vous le dis tout de suite, c'est pas aléatoire, évidemment. Donc, parlons de territoire. Évidemment, je vous l'ai déjà dit, hein, je suis vendue à notre histoire indissociable entre le territoire et la santé publique. Donc, bref rappel, parce qu'ici, je pense que je suis en terrain connu, hein, mais au Canada, en 1974, on a eu le rapport Lalonde qui a changé fondamentalement comment on a vu la santé publique. Hein. On s'est dit, bon, est-ce que le gouvernement devrait intervenir dans la santé des populations? Mais surtout, on a mis par écrit dans ce rapport-là, dans les années 70, que oui, il fallait s'occuper de la biologie humaine, mais il fallait s'occuper aussi des milieux de vie où ces gens-là habitaient si on veut s'assurer d'avoir des gens en santé. Ça a été suivi de la Charte d'Ottawa, qui n'est pas un document fédéral, hein, qui est un document de l'OMS. C'était une conférence de l'OMS qui a eu lieu à Ottawa, où on a poussé un petit peu plus loin cette idée de promotion de la santé à travers des milieux sains, à travers des communautés saines, bien organisées, puis à travers des politiques publiques qui veulent rejoindre les populations. Et en 1991, on a eu ce fameux modèle arc-en-ciel, hein, qu'on appelle le modèle des déterminants de la santé, qui est quand même encore abondamment utilisé aujourd'hui. Et je vous ai mis, je crois que ma présentation va être disponible par la suite, là. Je vous ai mis le lien vers un article qui a été écrit par Dahlgren et Whitehead, j'ai massacré un peu leur nom, je crois, 30 ans plus tard, donc en 2021, ils ont écrit un article pour nous rappeler, en fait, que quand ils ont écrit ça en 91, il n'y a personne qui aimait ça, là, leur modèle, en fait. Très peu de gens l'utilisaient. Ça a pris un petit bout quand même avant que les gens se l'approprient. Et en gros, vous le savez sûrement déjà tout le monde, mais c'est cette idée où on a des arches qui viennent
influencer ou contribuer, je devrais dire, à la santé des individus et des populations, en partant de la génétique, évidemment, mais ensuite en regardant un peu ce qui se passe dans leur milieu de vie jusqu'à le grand tâche qui est ici vert sur la société et les politiques qu'on peut y mettre. Encore une fois, un fil rouge qui se retrouve à l'intérieur de ça, et le lien avec le territoire, vous allez le voir dans 2 petites secondes, c'est cette idée d'exposition. D'exposition à des nuisances ou d'exposition à des milieux favorables à la santé. Cette notion d'exposition, elle est évidemment centrale en géographie, puis en géographie de la santé en particulier, puisque quand on étudie finalement les composantes d'un territoire, qu'il soit socio-économique ou environnemental, puis qu'on regarde quand les gens se retrouvent dans ce territoire-là, quand ils sont exposés en fait à ces composantes-là, qu'est-ce qui arrive avec leur santé? C'est comme ça qu'on peut évaluer, en fait, l'impact de ces composantes-là sur la santé. Évidemment, une chose extrêmement difficile à faire, vous le savez sûrement aussi déjà, c'est d'être capable de prouver des relations de cause à effet. Mais c'est pas parce que c'est difficile de le faire qu'on peut pas essayer. Puis je vous ai mis à droite un diagramme que j'ai trouvé très intéressant, qui a été fait, en fait, par le gouvernement fédéral, qui a fait, en fait, une série de rapports sur les impacts des changements climatiques sur les Canadiens. Et celui-là était par rapport aux impacts sur la santé. Et tout à l'heure, je vous ai parlé de Max Sor et de cette idée de agents hôtes pathogènes. On retrouve cette idée ici sans que ça soit nécessairement nommé, parce que, ultimement, vous avez, par exemple, dans le milieu cette combinaison de gens qui sont malades ou pas, d'agents pathogènes, que ce soit à travers un virus respiratoire ou à travers, ici on a une tique, un moustique, et vous avez même des gens plus vulnérables, par exemple, des gens immunosupprimés, des personnes âgées, des enfants, etc. Et au final, quand tous ces gens-là ne se croisent pas quelque part, ben il ne se passe pas grand-chose. C'était toute cette idée des mesures que nous avons eues durant la COVID, c'est cette idée de ne pas se croiser pour s'assurer de ne pas se partager rien, les bons mots, tout comme les virus. On s'en va vers là, lentement mais sûrement. Là, c'est bientôt Noël. Donc, c'est un truc qui se retrouve perpétuel. Mais cette notion d'exposition-là, elle est évidemment extrêmement importante dans toute une panoplie d'enjeux de santé, incluant les blessés de la route. Là, je vais essayer de ne pas trop en parler parce que vous le savez que c'est mon sujet de prédilection. Donc, comment agir sur non pas la réduction de nos contacts nécessairement, oui, quand on est malade, mais pas toujours, parce qu'on est des bibites sociales, les humains, mais comment réduire à l'intérieur des environnements, finalement, la présence de ces risques-là. C'est ça qui est intéressant d'un point de vue territorial, géographique et santé en même temps. Évidemment, ici, là, ce qu'on retrouve, c'est que finalement, les changements climatiques vont changer beaucoup la donne dans plusieurs de ces expositions-là, malheureusement. Donc, les géographes, nous sommes des traducteurs de territoire. J'aime bien nous appeler comme ça parce qu'au final, il faut, pour passer du monde réel à une abstraction en 2D, pour passer du building ici, qui est immense, du nombre de personnes qu'on est dans la salle, à une carte, quelque part, sur un écran ou sur un papier, ça demande une décomposition géométrique du monde. Donc, les géographes si vous leur parlez de points, lignes, polygones, ils vont être très à l'aise. C'est la façon dont on a de traduire ce qui se passe dans nos réalités. Des gens de Québec ici? Je suis de Québec. Alors ici, vous avez votre magnifique hôpital, le CHU de Québec, qui est un immense building, mais que si je fais une carte de la ville de Québec, va assurément devenir un point sur cette carte-là. Des gens du Saguenay? C'est plus haut quand même, la magnifique route du Fjord, je vous la recommande fortement, peut-être pas en hiver, là, désolé, mais assurément plusieurs mois à travers l'année. Cette route-là, si je fais une carte du Québec encore une fois, elle va devenir une ligne. Et des gens de Rimouski, bas du fleuve? Ah, quand même, donc, ici, je vous ai fait une capture d'écran du polygone de la ville de Rimouski quand on va sur Google. Donc, cette ville-là, à l'échelle, peut-être pas du Québec nécessairement, mais même à ça, ici, à l'échelle du bas du fleuve, pourrait devenir un polygone. Évidemment, vous avez vu que j'ai dit le mot échelle déjà 4 fois, je crois. Le CHU de Québec peut peut-être devenir un polygone aussi si j'ai une carte du quartier puis que je veux voir son empreinte. Puis la ville de Rimouski, si j'ai une carte du monde, bien, elle va être un point, en fait.
fait. Hein? Donc, la notion d'échelle va faire en sorte qu'on va toujours devenir un point, une ligne ou un polygone. Puis, je vais vous parler dans quelques instants aussi de représentation matricielle du monde. Donc, comment ça fonctionne finalement, puis pourquoi les systèmes d'information géographique en particulier ont je dirais, révolutionné cette idée de géographie et de territoire et de santé, mais pas juste pour la santé, c'est qu'au final, quand on n'a pas de clé de connexion entre des bases de données, par exemple, vous avez une base de données de collision de la route, puis vous avez une base de données de bord, mettons, OK? Je ne veux pas stigmatiser du tout, là, mais ça ne se parle pas, ça. Là. Je n'ai pas une colonne dans ma base de données de collision de la route qui me dit à quel bord les gens sont allés. Puis même chose, je n'ai pas dans les bars une colonne qui me dirait qui a eu un accident de la route en sortant de mon bar. Mais si je mets tout ça un par-dessus l'autre, là, je peux voir des potentielles relations de proximité. Qui a écouté le nouveau Stranger Things dans les derniers jours? Si vous avez des ados ou pas, hein, c'est pas un plaisir coupable. On voit, c'est magnifique, vous avez des acétates dans Stranger Things. Je ne sais pas si vous vous souvenez, pour ceux qui l'ont écouté cette semaine, des acétates qui mettaient un par-dessus l'autre, le plan de la ville, le plan des tunnels. Moi, j'ai connu ça quand même, les acétates. Là. Mon professeur Touaise m'a donné toute une boîte d'acétates quand il a pris sa retraite pour que je récupère ses cours. C'est le même principe quand on est dans un système d'information géographique. On y va par couche, des points, des lignes, des polygones. Puis les 2 dernières couches en bas avant le monde réel, puis merci à la bibliothèque de l'Université Laval de m'avoir prêté cette image. Quand on parle de couches matricielles, ça, c'est comme si on mettait une couverture sur le monde qu'on veut cartographier, puis que chaque petit... On fait un grillage sur cette couverture-là, et chaque petit pixel a l'information qu'on retrouve en dessous. Vous le voyez bien dans la dernière couche d'utilisation du sol ici. Le bleu serait assurément de l'eau, le jaune semble être des habitations, le vert, habitations plus denses, mais ça fait en sorte qu'on a vraiment une couverture où on peut mettre des points, des lignes, des polygones. Je vous en ai parlé plusieurs fois, j'en ai mis même plusieurs. Je crois énormément au pouvoir mobilisateur et rassembleur de la carte et du terrain. Je vais vous montrer 2 exemples ici. Je remercie d'ailleurs William, qui travaille à Piéton Québec, mais maintenant une doctorante qui travaillait avec moi, qui s'est servi des cartes pour parler avec des enfants de ce qu'ils voulaient dans les parcs. Son projet de doctorat est sur l'accessibilité au parc pour y aller, mais aussi à l'intérieur du parc, qu'est-ce que les enfants veulent. Donc, vous voyez en haut une carte à l'échelle très locale, hein, où William a travaillé avec des observations, a regardé où les enfants allaient, qu'est-ce qu'ils faisaient. Et la carte d'en bas, en fait, vous ne voyez plus la carte, elle a plein de photos par-dessus parce qu'on a fait des ateliers avec les enfants pour leur demander qu'est-ce qu'ils voulaient où dans le parc, puis on leur a donné plein de photos pour leur a dit « Mais faites-vous le parc idéal ». La carte est vraiment un outil rassembleur, puis je vous dirais même parfois médiateur dans l'idée où on a parfois des gens qui ne s'entendent pas nécessairement si bien que ça, mais leur mettre une carte permet à tout le monde d'avoir une voix et de présenter ce qu'ils pensent, puis peut-être de débattre un peu aussi. Je fais de l'autopromo ici un petit peu. On a, avec les outils interactifs, comme je vous parlais tout à l'heure, comment c'est vraiment rendu extraordinaire, je trouve, on a aussi beaucoup de cartes interactives. Il y a peut-être certains d'entre vous, je sais que certaines villes aussi utilisent plusieurs outils comme ça. Je vous ai mis notre plateforme onmarcheonroule.org qui s'intéresse en fait à la fois aux incidents, mais à ce qui manque ou à ce qui marcherait pas bien dans des environnements pour les piétons et les gens avec des limitations fonctionnelles, notamment les gens en fauteuil roulant. Tout le monde ici, si vous avez envie, quand vous allez retourner chez vous, pouvez mettre des points dans cette carte et expliquer qu'est-ce que vous avez vu là. Et toutes ces données-là peuvent ensuite être colligées, être utilisées. Cette carte-là est utilisée, par exemple, par la ville de Gatineau dans son plan de mobilité. Et évidemment, j'insisterai aussi sur le terrain. Hein. J'adore faire du terrain. Tout géographe, je crois, aime bien faire du terrain, que ce soit se mettre les pieds dans une rivière ou marcher avec des enfants. Je vous ai mis 2 cartes ici de 2 projets qui datent quand même un peu, mais où on est allé marcher avec les enfants des 5e, 6e années, là, des plus grands quand même, aux abords des écoles, particulièrement en hiver, pour voir qu'est-ce qu'ils pensaient de l'environnement. Mais on peut aussi regarder de loin un petit peu, en fait, dans ce cas-ci, c'était un projet sur les personnes âgées. Puis j'ai vu Ariane tantôt, une de mes étudiantes, qui a justement regardé un petit peu de loin comment les personnes âgées traversaient.
Quatrième point, équité et accessibilité spatiale ce sont des forces de la géographie. Les notions d'équité sont extrêmement importantes présentement, plus que jamais, je crois, mais ça l'a toujours été. Puis cette idée d'accessibilité spatiale, évidemment, par son nom le dit, on a besoin de savoir où, dans le territoire où se situent les choses. Ceux qui m'ont déjà vu présenter sur les collisions routières, vous avez assurément déjà vu cette image d'iceberg que je reprends à chaque fois. Pour parler des collisions et de tout ce qui se passe en dessous comme interaction entre les différents usagers de la route. Mais je trouvais intéressant de la reprendre aussi aujourd'hui pour parler d'équité, parce que finalement, la partie visible de l'iceberg, c'est tout ce qu'on a comme diagnostic de santé, hein, que ce soit des maladies chroniques, des blessures, etc., des chutes, n'importe quoi. Mais la partie invisible dessous, c'est tout ce qui est finalement ce qu'on appelle des inéquités spatiales distributives, c'est-à-dire que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, où les gens habitent dans l'espace n'est pas nécessairement, malheureusement, je pense, aléatoire. Ça va avec notre revenu, ça va avec notre niveau d'éducation, ça va avec la société dans laquelle on vit, la redistribution de la richesse, et où il y a présence et absence des nuisances, par exemple des usines polluantes, par exemple une route à fort débit de trafic, ou des ressources, des ressources en santé, mais est-ce qu'on a des bibliothèques, des parcs, des espaces verts, un centre communautaire? Cette présence ou absence-là dans les espaces qui sont occupés par certaines populations en particulier fait en sorte que l'iceberg n'est pas le même pour tout le monde. On a des études qui commencent à sortir, par exemple, sur les vents dominants dans les grandes villes industrialisées, où on se rend compte que finalement, les pauvres, ils habitent dans des endroits qui reçoivent la pollution quand on regarde les vents dominants. Et on se rend compte, ne serait-ce que pour l'est de Montréal, où il y a, par exemple, des plus grandes prévalences de cancer. On a, par ailleurs, ici au Québec aussi, une grande proportion de gens qui ont fumé très longtemps, mais ces combinaisons-là de territoire et d'inéquité dans le territoire et de comportement individuel est importante à regarder. L'accessibilité géographique, j'ai plus beaucoup de temps, fait que je vous en parlerai pas si longtemps, mais c'est évidemment un intrant important dans la planification en santé. Et si je peux me permettre, je crois que c'est un intrant qu'on sous-estime et qu'on n'utilise pas encore assez au Québec. Je ne sais pas ailleurs dans le monde. Je vous ai mis un extrait de la presse de lundi, hein, où on apprenait que l'hôpital de Saint-Eustache n'accoucherait plus personne et que les femmes devraient accoucher à Laval. C'est 23 kilomètres plus loin. Il y avait environ 1400 accouchements à l'hôpital de Saint-Eustache. Il y a 1400 accouchements par année à l'hôpital de Saint-Eustache. 23 kilomètres, c'est vraiment pas loin. Si on a une voiture, si notre grossesse se passe bien, puis si on n'est pas stressé, puis on a un travail qui dure longtemps. Ça peut être cette situation anxiogène pour d'autres gens qui ne cochent pas toutes ces cases-là, incluant les gens qui n'auraient pas de voiture, par exemple. Mais force est d'admettre qu'ici, on a des enjeux de ressources, hein? Il manque de médecins, et puis on a des enjeux de planification du territoire, peut-être à repenser littéralement, même par rapport aux cliniques locales versus aux grands hôpitaux. Je vous laisse faire ce travail. Ce qui me permet, en fait, de revenir sur la notion d'équité versus l'égalité. Longtemps, nos gouvernements ont fait de l'égalité. On redonnait, mais à tout le monde la même affaire. Puis je vous dirais qu'on a une tendance à revenir vers ça, puis je ne suis pas certaine que c'est la solution à beaucoup de choses. Donc, l'idée de l'égalité, vous le voyez en haut, là, ça serait de donner le même basic à tout le monde. Mais évidemment, ce n'est pas tout le monde qui peut faire du vélo avec un vélo comme ça. Hein? Vous le voyez, les petits, les grands, puis par exemple, quelqu'un en fauteuil roulant ne pourrait pas utiliser, si on donne le même basic à tout le monde. En bas, quand on parle d'équité, c'est d'ajuster ce qu'on propose à chacune des personnes pour qu'ils soient capables de faire du basic. Hein? Je crois qu'au Québec, on a un grand territoire. C'est vraiment pas évident de rejoindre tout le monde. Puis là, je vous parle de Saint-Eustache-Laval, mais je vous parle même pas du Grand Nord, où on a des centres, des petits hôpitaux communautaires, mais il faut prendre littéralement l'avion pour aller à l'hôpital à Pouilly. Donc, il y a des solutions on a besoin, en fait, de penser en dehors de la boîte et de trouver des solutions différentes, peut-être, pour des enjeux différents de territoire.
Je vous le mets vraiment vite comme ça parce que j'ai trouvé ça sur le site du gouvernement du Québec, du ministère de la Santé, puis j'ai trouvé ça intéressant qu'on pousse un peu plus la téléconsultation. Je pense que depuis la COVID, on a appris que peut-être que ça se pouvait pour certaines choses. C'est beaucoup utilisé par les compagnies d'assurance privée présentement, pour le meilleur et pour le pire probablement, mais je crois que c'est dans notre boîte à outils actuelle pour contrer ces notions de distance et de territoire-là. C'est des choses qui vont peut-être venir en haut de la pile dans pas trop long. Donc, je vais terminer. Je vous en ai juste choisi un parce que j'avais juste 30 minutes après tout, mais je pense qu'il y a plusieurs défis à relever. Mais j'ai triché un peu parce que je vous en ai choisi un, mais je l'ai divisé en 4, OK? Donc, la disponibilité et la qualité des données spatiales, puis j'ajouterais à ça l'expertise et le réel défi que nous avons, parce que j'ai plein de belles idées, mais quand on essaie de les mettre en place, on se bute aux données et à leur disponibilité et à leur qualité. La première, évidemment, c'est l'ancrage dans l'espace. Hein. C'est essentiel à de nombreux enjeux, donc il faut avoir un code spatial, que ce soit le code postal à 6 chiffres ou le XY des collisions de la route qu'on n'a toujours pas, ou en tout cas qu'on a partiellement. Évidemment, ce réflexe d'avoir cet ancrage spatial-là, il est beaucoup plus là qu'avant, mais on peut toujours s'améliorer. Prise d'informations à la source, par exemple, juste pour vous parler des collisions de la route, on sait que les policiers ont des GPS dans leur voiture, mais on n'a pas cette automatisation-là de prendre ce point-là. Donc, on envoie 2 noms de rue à la SAC qui refait la cartographie. C'est du temps, c'est de l'argent, et puis c'est parfois moins précis même. Fait qu'on travaille fort là-dessus. Il y a aussi des questions, par ailleurs, de confidentialité. Ma nouvelle amie, la loi 25, semble nous causer beaucoup d'enjeux parce qu'on est tous d'accord avec l'idée de protéger les informations personnelles, mais à des fins de surveillance et de recherche, présentement, on s'est mis des bâtons dans les roues avec cette loi-là. J'espère grandement, puis vous pouvez venir m'en parler à la pause, ça va me faire grand plaisir. J'espère grandement qu'on va trouver des solutions. Évidemment, le manque de standardisation dans les données selon les échelles, je vous dirais qu'il y a des bonnes pratiques, ils ne sont pas connus de tout le monde, puis il y a aussi des très mauvaises pratiques de géomaticiens et de géographes. On fait un projet présentement où on a 9 villes au Canada, et il n'y en a pas une que ces données sont structurées de la même façon. C'est un cauchemar de géomaticiens. Ça prend des semaines et des mois à ranger tout ça ensemble, mais après, on est capable d'avoir d'excellentes données, mais si on les avait à la source, ça serait encore mieux. Je vous en ai déjà parlé un petit peu par rapport à l'expertise, mais on le sait, puis je compatis avec tous les gens qui ne sont pas dans des grandes villes, hein, la disparité entre les grandes villes ou les régions les plus populeuses et le reste du territoire, incluant sur la disponibilité des données, mais aussi la disponibilité de l'expertise pour traiter ces données spatiales-là, c'est pas évident. J'ai peut-être une idée pour ceux d'entre vous qui sont à Rimouski, à Chicoutimi, à Gatineau. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a un département de géographie dans toutes les UQ. Et la bonne nouvelle, c'est que l'UQ existe par ailleurs. Hein, l'INRS, on en fait partie, donc je vais être un peu chauvin 2 secondes. L'Université du Québec au Québec, ça a été une réelle révolution de l'éducation et ça nous permet d'avoir accès à des professeurs et à des étudiants qui ont appris en région. Et peut-être qu'il y aurait quelque chose là. Je fais une publicité, une passe à la palette à mes différents collègues géographes à travers le territoire. Je crois qu'il y aurait tout avantage à collaborer avec les universités. Évidemment, là, je prêche pour ma paroisse. Et évidemment, une autre chose qu'on oublie souvent, je vous ai parlé de la spatialité des données tout à l'heure, mais aussi de leur ancrage dans le temps. Ultimement, quand on veut évaluer l'impact des interventions qu'on fait, ça nous prend quand et où ces interventions-là ont été faites. Le où n'est pas si pire si je me compare au quand. Par exemple, on est en train d'évaluer les interventions qu'on a faites dans les villes, des interventions physiques, d'aménagement de rues, de parcs, de pistes cyclables. Et la plupart des données qu'on reçoit, c'est surtout au niveau municipal, n'ont pas de date d'implantation, par exemple. Donc, faire du avant-après sans date d'implantation, ça regarde mal. Souvent, les gens, en plus, vont nous appeler après avoir fait les interventions. On va appeler les géographes, on leur dit « OK, pouvez-vous nous checker ça dans le territoire? Appelez-nous avant. » Comme ça, on va pouvoir vous dire « Super, on va faire ça, puis je vous suggère fortement de me prendre des dates, de me prendre des lieux, de demander le code postal. » Donc, vraiment, là, appelez-nous, on est super parlables, les géographes. En conclusion,
tout comme Winnie the Pooh ici, je crois que la géographie et la santé publique, on est des amis pour la vie. Je crois qu'utiliser le territoire comme liant, avec des sources de données multiples, comme je l'ai dit tout à l'heure, des sources qui ne se parlent pas nécessairement, que ce qu'ils ont en commun, c'est le territoire, c'est la façon d'arriver à quelque chose en santé publique. J'espère vous en avoir convaincu ce matin. La carte, j'y reviens toujours, hein, c'est un excellent outil de communication, de médiation pour des publics variés en particulier, puis des publics qui n'ont pas nécessairement beaucoup de littératie. Parce que c'est quelque chose qu'on sous-estime beaucoup, je crois, en prévention et en santé publique, c'est le peu, malheureusement, de littératie que beaucoup de gens ont dans notre société, avec toutes sortes de choses. La carte est parfois un outil simple et facile à comprendre. Puis évidemment, pour des fins de surveillance, de prévention, d'intervention, mais aussi comme je le disais, d'évaluation de ce qu'on fait. Est-ce que ça fonctionne ou est-ce que ça ne fonctionne pas? Puis évidemment, l'accès aux données spatialisées de qualité, c'est quelque chose sur lequel on travaille beaucoup. C'est quelque chose qui devrait être beaucoup plus facile que ça en ces temps modernes où tout le monde a 1 million d'informations spatiales dans son téléphone. Mais là, il va falloir s'arrimer pour bien travailler ensemble, tout en respectant la confidentialité, évidemment, des gens. Voilà pour moi ce matin. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour l'excellente présentation. J'en perds mes papiers. Donc, ce serait le moment pour des questions. Si vous avez des questions à notre conférencière, des réflexions, n'hésitez pas à vous lever, vous présenter puis poser votre question. Je sais qu'il est un peu tôt, là, mais... C'est bon. Donc, on vous laisse casser la glace. OK. J'ai épuisé tout mon courage. Non, mais... Merci, Maude. C'est parce qu'on se connaît, fait que ça me gêne un petit peu moins. Parfait. Donc, Maude Landreville, je travaille à la direction de santé publique de Montréal. Marie-Soleil, on a étudié ensemble en géographie urbaine. Et puis, j'avais la question suivante. Tu as bien présenté, je trouve, la notion d'évaluer l'impact que les interventions ont, puis l'apport de la carte. Maintenant, en termes de planification, je le sais que dans l'aménagement, souvent, la carte est aussi un outil pour planifier. Puis j'aimerais ça t'entendre sur, large question, mais l'apport de la santé publique dans l'aide à la prise de décision dans l'aménagement. Excellente question, Maude. C'est vrai que j'en ai pas parlé, mais en effet, votre expertise de santé publique, là, elle est 100% sous-estimée et pas assez mis de l'avant dans l'aménagement des territoires. Vous savez, on a fait, sous Pauline Marois, durant quelques mois seulement, un ministère du transport et de l'aménagement. Hein? Parce que dans nos grands territoires, évidemment, on a besoin de se déplacer entre chacun. Puis c'était comme un rêve qui n'a pas duré malheureusement assez longtemps. Mais ça, je sais que ça ne se pourra pas, là, mais un ministère de santé et aménagement du territoire, c'est ça qui nous sauverait, je crois, de ce qui nous attend. C'est mieux qu'avant. J'ai souvent des gens des directions de santé publique qui vont venir, par exemple, dans des projets qu'on a de suivi de développement de quartiers verts, par exemple. Mais puis aussi, on va avoir le ministère de l'Éducation qui va venir même, tu sais, parce qu'il y a la planification des écoles, la planification des soins de santé. Puis pour avoir des quartiers complets, là, ça nous prend tout ce monde-là autour de la table. Je le vois un peu plus, mais c'est certain que moi, j'aimerais vraiment beaucoup ça, qu'il y en ait plus qui travaillent avec nos villes, en fait. Il y a des pour et des contre à ça. Par exemple, en Ontario, hein, la direction de santé publique est un département de la ville. Hein. Je ne suis pas certaine que c'est ça qu'on veut nécessairement, mais la collaboration, évidemment, selon moi, elle est essentielle parce qu'on fait des décisions d'aménagement de territoire qui ne sont pas très raccords, en bon français, avec la prévention en santé publique, là, assurément. De voir émerger l'iceberg plutôt que de le voir fondre. Exactement. Merci, Maud. Merci beaucoup. Une autre question? Bonjour, Pascal Bellemare, de la Direction de santé publique des Laurentides. Je travaille au niveau de la mobilité active, puis comme vous l'avez nommé tantôt, la fameuse loi 25. Moi, je fais des évaluations d'impact à la santé, puis on aimait ça
mettre des données sur les accidents de la route pour que les villes puissent savoir où prioriser leurs interventions au niveau des intersections et autres endroits accidentogènes. Est-ce que vous avez trouvé un truc pour pouvoir avoir ce type de carte-là encore? Parce que là, nous, on a des poignées avec des données qui s'arrêtent en 2022. Ouais. Mais pour l'instant, ça peut faire, là, mais Dans pas long. d'ici hein. quelques années, je pense que ces Tu données-là sais, seront je suis sur le plus, bord de coucher à la porte du ministère, là, je vous dirais. Là, on est quand même une petite coalition de gens à être très préoccupés comme vous. Je siège à la table d'action concertée en sécurité routière, une nouvelle table là, qui a été créée. On a eu notre première rencontre là, il y a quelques mois, puis on a une deuxième rencontre la semaine prochaine. Je peux vous dire que c'est très, très en haut des préoccupations des 30 personnes qui sont autour de cette table-là, incluant l'UMQ, la FQM, des chercheurs, Piéton Québec est là, M. Maurice est venu la dernière fois nous parler. Ça nous préoccupe beaucoup parce que je crois qu'en fait que la loi 25, c'était comme une grande loi parapluie qui a pas vu qu'est-ce que ça donnerait d'un point de vue même surveillance. Parce que vous n'êtes pas les seuls. Il y a plusieurs municipalités qui ont des plans de sécurité routière qui ont même plus d'intrants pour savoir si ça marche ou pas ce qu'ils font. Donc là, je pense que j'ose espérer, parce que présentement, ça prend énormément de démarches administratives et judiciaires avec des avocats pour signer des ententes pour avoir des données. Moi, personnellement, dans un projet, là, ça fait longtemps que j'attends. Je ne dis pas que personne travaille, hein, tout le monde y travaille, mais c'est très long. Donc, j'espère vraiment que pour des données essentielles comme ça, on va pouvoir changer la loi ou changer du moins l'interprétation qui est faite de la loi au ministère et à la SAC. Mais on est sur le cas, je vous dirais. On est plusieurs à être sur le cas. je peux vous dire que mes gestionnaires m'appuient aussi Oui. là-dedans. Puis vous pourriez rajouter mon nom dans votre liste de Excellent. 30. Là, Excellent. Merci. Merci. D'autres questions? Médecin de santé publique. Je vais essayer de formuler dans ma tête la question, mais elle n'est pas complètement claire, mais je vais la poser. Comment vous arrivez dans vos analyses à mettre en collaboration les statistiques et la qualité de données? Parce que je regarde, quand on analyse des situations où on a l'impression que des événements adverses se produisent, on se demande toujours est-ce que c'est dû à l'effet du hasard ou si il y a réellement quelque chose qui s'est passé. Donc, on a toujours ce dilemme-là. Est-ce que la densité de la population, la densité des événements, que ce soit en circulation de la route, va expliquer qu'il y ait plus d'événements, mais c'est juste en raison des opportunités qui se présentent. Je comprends que dans les accidents de la route, on ne veut pas uniquement s'appuyer sur l'effet du hasard. Quand il y a une grande quantité d'accidents de la route, on veut les éliminer. Mais quand on arrive à l'association entre les cancers, disons, et un agresseur environnemental, bien, on se dit, est-ce que c'est cet agresseur environnemental qui explique les cancers? Puis bien souvent, on déçoit nos populations. Ouais. Donc, je me demande comment vous arrivez à utiliser l'analyse statistique pour... Comme je le disais tout à l'heure, on a de la misère, en effet, de cause à effet direct. Mais dans la boîte à outils d'analyse spatiale, en fait, le principe de base, en fait, c'est qu'on crée des populations qui seraient aléatoires dans l'espace, puis on a notre vraie population, que ce soit les cancers ou les collisions de la route. Donc, tout ce monde-là est des points. Donc, on crée une fausse population qui serait aléatoire dans l'espace. On a la vraie population qui est malade, puis on a, par exemple, des sources d'exposition là, cancérigène, mettons. Et puis, et c'est comme ça qu'on est capable de comparer. Si les gens étaient tout à fait par hasard dans l'espace, est-ce qu'il y aurait une relation versus où ils sont réellement? Et c'est souvent comme ça qu'on va être capable de voir une association spatiale. Ça ne sera pas toujours une cause à effet. Je me souviendrai toujours, je ne sais pas si vous vous souvenez du scandale de l'eau de Shannon. Hein? Ça commence à dater un peu, mais je ne peux pas croire que vous avez oublié ça, n'est-ce pas? C'est un exemple. Bon, moi, j'ai
viens de Sainte-Catherine-la-Jacques-Cartier, juste à côté de Shannon, donc je suis très touchée par ça, n'est-ce pas? Mais je me souviens que la plus grande frustration de ces gens-là était « c'est dur de dire que c'est vraiment à cause de ça que tout le monde est malade ». Mais d'un point de vue spatial, on va aller jusqu'à l'association spatiale en comparant ce qui se passerait si tout le monde serait aléatoire dans l'espace. C'est comme ça qu'on s'en sort, mais ça rajoute une couche, je dirais, aux analyses que vous pouvez faire, vous, mais c'est jamais facile, en effet. Ben non, mais étiez-vous dans le reportage, je ne sais plus si c'était la facture ou en jeu, parce que j'ai longtemps passé le DVD dans mon cours. Fait que tout le monde vous a vu. Parfait. Merci beaucoup. N'hésitez pas s'il y a d'autres questions à vous lever puis aller la poser. De mon côté, j'en ai une pour vous. Je pense que ça a été quand même abordé, mais beaucoup des données qui sont utilisées, qui sont nécessaires à l'analyse en santé publique spatiale, relèvent d'autres ministères, d'autres organismes, des municipalités. Je sais qu'il y a une culture de données ouvertes qui veut s'instaurer, mais la qualité est souvent variable. Puis dans certains ministères, je pense que la qualité est bonne. Dans d'autres, c'est plus difficile. Dans des organisations, c'est différent. Fait que comment est-ce qu'on... c'est une grande question, là, mais comment on peut amener cette culture-là, finalement, de la donnée qui permet finalement d'amener documenter vraiment des enjeux avec une certaine qualité, puis que ça amène vers l'action de santé publique? C'est une excellente question. Je donnerai une réponse en 2 volets. Le premier, c'est qu'il ça serait vraiment bien qu'on collabore plus entre ministères, assurément. Je l'ai écrit tout à l'heure, je suis passée par-dessus rapidement, mais le croisement des données administratives nous permettrait de valider certaines qualités de données et nous permettrait de sauver bien du temps, des fois aussi, hein, d'aller collecter des données qui existent quand même déjà. Puis je vous dirais que dans d'autres pays, pour ne pas nommer les pays scandinaves, hein, qu'on nomme vraiment souvent, il y a beaucoup plus d'intégration de données accessibles à la recherche et à la surveillance, par exemple. Tu sais, quand on parle des données de la RAMQ avec des données d'impôts, par exemple, tu sais, ce genre de choses-là. Fait que ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je dois vous avouer, puis là, je fais peut-être un mea culpa collectif pour tous les profs de géo du monde, du Québec, du moins, c'est que la formation des géographes est extrêmement importante. Et évidemment, la démocratisation de tous les outils qu'on a maintenant fait en sorte qu'il y a beaucoup de gens qui trouvent que c'est facile faire des cartes, que c'est facile de mettre des données ensemble. Oui, mais non. Alors, je crois que la formation de géographe ou de géomaticien nous permet de s'assurer à la création des données de la qualité. Donc, je pense qu'on a un petit travail à faire à la fois en les formant, mais aussi quand vous les utilisez dans vos équipes, de vous assurer qu'ils aient les bons outils, puis ça inclut la formation continue, par exemple. Évidemment, il y a aussi beaucoup de normes ISO, par exemple, là, pour structurer plusieurs bases de données. Il y a des normes internationales, l'OMS en donne aussi. Mais on n'est jamais obligé de les suivre. Fait que la qualité des données vient avec aussi parfois. Je dirais ça comme piste de réflexion. Vaste programme. D'autres questions? C'est parfait. Je pense que ça ferait le tour pour aujourd'hui. Donc, un grand merci pour la présentation. Merci beaucoup, tout le monde. On irait donc en pause, puis les activités commenceraient à partir de 10 heures. Merci beaucoup.